Bonjour à toutes et à tous. Donc, on s'était donné rendez-vous pour un deuxième épisode de cette mini-série, on va dire, sur la Coupe du Monde de rugby qui a lieu en ce moment. À l'abord, donc, des quarts de finale, puisqu'on vient de terminer la phase de poule. Un peu moins de choses à dire sur la fin de cette phase de poule que par rapport au tout début où on avait donc fait ce podcast après les premiers gros matchs où on avait eu droit à l'enchaînement de France-Argentine, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, etc., etc. Mais quand même, il y a des choses à retenir et notamment le fait majeur, on va dire, qui nous a marqué là sur ce week-end, c'est la qualification du Japon. Un Japon héroïque qui a complètement dominé son groupe avec l'Irlande et l'Écosse qui ont tour à tour été battus par cette surprenante équipe japonaise. Et puis, une fois qu'on aura parlé donc des Brave Blossoms, on parlera un petit peu des quarts de finale qui nous attendent. Avec en particulier évidemment un petit focus sur l'équipe de France. Mais commençons donc par les Japonais qui se sont qualifiés ce week-end avec une nouvelle victoire, la cinquième en 5 matchs contre le 15 du Chardon. Donc le Japon est qualifié premier de sa poule. C'est une surprise, mais finalement, voilà, je me félicite un petit peu parce que je l'avais annoncé dans la preview de cette Coupe du Monde que je vous invite à aller revoir ou voir si vous l'avez pas encore vue parce qu'elle est toujours d'actualité pour les quarts de finale. Et donc j'avais pronostiqué le Japon qualifié pour les quarts devant l'Écosse. Je pensais tout de même pas qu'ils allaient à ce point être excellents en gagnant leurs 5 matchs et en finissant premier devant l'Irlande. Sur ce dernier match, donc il leur fallait gagner ou au moins finir avec un match nul pour se qualifier. Ils ont encore été très impressionnants. On a revu les qualités principales de cette équipe, la qualité principale de cette équipe qui est la vitesse de jeu. Dans le rugby moderne, où on a des grosses nations comme l'Afrique du Sud, l'Irlande ou le Pays de Galles notamment, qui axent leur jeu sur les contacts, sur les zones plaqueur-plaqué, sur ce genre de choses. Le Japon, lui, c'est une équipe qui adore les offloads. Ils ont marqué encore des essais magnifiques contre l'Écosse. Je pense notamment au deuxième, celui du pilier Inagaki, qui est une série de passes après contact. Vraiment un modèle du genre. Donc les Japonais qui ont mis beaucoup de vitesse, c'est comme ça qu'ils ont gagné tous leurs matchs, y compris contre l'Irlande et l'Écosse, qui ont cédé face à cette vitesse auxquelles les pays européens sont pas forcément habitués. Et en plus de cette caractéristique-là de jeu après contact, etc., il y a quand même une stabilité dans le paquet d'avant, notamment par les avants occidentaux, on va dire, en tout cas ceux qui sont nés en Océanie. Je pense au capitaine numéro 6, Michael Leach, au deuxième ligne, Luke Thompson. Donc ça, ce sont deux joueurs origines de Nouvelle-Zélande. James Moore également, originaire d'Australie, en deuxième ligne. Ce sont des excellents plaqueurs et ils ont eu des statistiques au plaquage vraiment très impressionnantes sur cette première phase. Et ça a ajouté une qualité supplémentaire au jeu des Japonais qui avaient déjà brillé il y a 4 ans. On se souvient, ils avaient battu l'Afrique du Sud en phase de poule. Mais là, on sent encore une progression dans leur jeu. Ils ont deux fusées sur les ailes qui sont Fukuoka et Matsushima, qui empilent les essais. Et donc, c'est vraiment une équipe redoutable et ça fait plaisir de la voir, surtout à domicile. Elle rend heureux son public. Les stades sont pleins. Il y a une ferveur extraordinaire autour de cette équipe des Brave Blossoms. Et, euh, et c'est vraiment beau à voir. Donc voilà, moi j'ai été impressionné par cette équipe sur la première phase, y compris contre l'Irlande, où elle a su profiter entre guillemets presque de l'excès de confiance du 15 du trèfle qui a eu tendance à ne pas tenter les pénalités, à plutôt aller en touche, etc. Là où les Japonais, eux, se sont montrés très réalistes et presque plus expérimentés finalement dans les faits et oui, plus efficaces que les Irlandais qui devraient être plus rodés à ce genre de match pourtant.
Maintenant, prochaine étape pour les Japonais qui nous ont tant régalé jusque-là, ça va être l'Afrique du Sud. Et là, autant vous dire que ça va être une autre paire de manches. Vraiment, vraiment un gros cran au-dessus de l'Écosse et même au-dessus de l'Irlande. On a vu leur premier match face aux Néo-Zélandais dont on avait parlé dans le premier podcast. Ça a été très, très, très impressionnant. Ils se sont inclinés, mais pas de grand-chose. Et vraiment, on a vu beaucoup d'intensité, aussi beaucoup de vitesse sur les arrières, mais la densité physique devant des Sud-Africains, elle est inégalable. Donc là, ça va vraiment être un gros test pour les Japonais, et même plus qu'un test, hein, ça va être une épreuve très très difficile. Il va falloir résister devant, notamment en mêlée, aussi dans les rucks, dans les mauls. Parce que voilà, je pense que ça va être là, hein, vraiment que ça va se compliquer. Et puis, ben, il faut voir comment, si le match est serré, comment les Japonais vont pouvoir gérer la fin de match face à des Sud-Africains qui sont redoutables, qui ont vraiment des joueurs d'expérience pour gérer ce genre de choses. Néanmoins, on peut être rassuré par rapport à ça sur le fait euh, que les Écossais se sont retrouvés quand même tout près des Japonais, c'est-à-dire à 7 points, alors il restait encore 25 minutes dans le match. Et donc il suffisait d'un essai transformé aux Écossais pour tout renverser, se qualifier et éliminer les Japonais. Et sur ces 25 dernières minutes, les locaux ont su tenir le coup, tenir la baraque, ne plus encaisser de points et se qualifier de cette façon-là. C'est aussi un signe quand même de la force collective de cette équipe. Voilà, on va passer désormais aux autres quarts de finale. Euh, et puis revenir un petit peu sur cette phase de groupe. J'ai parlé donc de l'Afrique du Sud qui était dans la poule B, qui nous a impressionné pour son premier match. C'est également le cas de la Nouvelle-Zélande dans la même poule. Depuis, on va aller assez vite. Pas grand-chose à dire. Pas grand-chose à dire sur cette poule B parce que il restait l'Italie, la Namibie et le Canada. Autant dire pas de redoutables adversaires. Il y a eu des jolis cartons, 57-3, 63-0, 71-9, 66-7. Enfin voilà, il n'y avait pas trop de suspense dans cette poule-là. L'Italie aussi a été balayée par l'Afrique du Sud, avait une infime chance de se qualifier si elle battait la Nouvelle-Zélande. Finalement, le match a été annulé à cause du fameux typhon Agibis qui a touché le Japon le week-end dernier. Les Italiens étaient furieux de ne pas avoir pu défendre leur chance. On peut quand même légitimement penser que ils avaient quasiment aucune chance face aux All Blacks. Donc finalement, pas grand-chose en termes de repères pour la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, qui avaient quand même un match crucial à jouer, c'était le tout premier, lorsqu'elles se sont rencontrées, et elles l'ont bien géré toutes les deux, avec quand même un bonus pour la Nouvelle-Zélande, évidemment, qui s'est imposée, et qui va retrouver une Irlande quand même relativement dans le doute. Donc je l'ai dit, l'Irlande s'est inclinée face au Japon, on a fini que deuxième de sa poule qui était la plus facile du tournoi. Et voilà, on attend beaucoup mieux de l'Irlande que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Malheureusement pour eux, là ils tombent sur les Blacks, donc il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur. Et on les sent encore un peu en rodage. On a vu un peu de mieux sur leur dernier match face aux Samoa, où ils ont mis une pilule aux Samoans. On a retrouvé un bon Jonathan Sexton à l'ouverture. Voilà, motif d'espoir pour les Verts. Et pour autant, euh, les Blacks sont quand même largement favoris. Parlons de l'équipe de France désormais. Donc l'équipe de France qui elle aussi a eu une fin de première phase tronquée par le typhon Agibis, puisque son dernier match, peut-être le plus symbolique, face au 15 de la Rose, a été annulé à cause du passage du typhon. Donc finalement le seul gros match que la France a joué, c'était face au Pumas en ouverture. On a déjà repris bien en détail ce match lors du premier podcast. Et finalement, on a revu un petit peu le même scénario. D'abord face aux États-Unis, ensuite face au Tonga, avec une équipe de France toujours poussive, pourtant qui réussit plutôt bien ses entames de match. Je pense là particulièrement au Tonga.
où le début de match a été plutôt bien géré. On a pris le score rapidement avec des essais donc de Vakatawa et de Raka en première mi-temps. Et puis après, il y a eu le relâchement qu'on connaît malheureusement trop dans cette équipe de France, qui veut que la deuxième mi-temps, les Tongiens en ont profité pour revenir et finir à 2 petits points, 23-21. Finalement, on s'en sort plutôt bien sur le fil, alors qu'il y avait quand même en théorie de la marge par rapport aux Tongiens. Mais voilà, l'équipe de France est retombée dans ses travers, les mêmes qu'on avait déjà vus, notamment face au Pays de Galles dans le tournoi Destination. On va y revenir juste après. Les États-Unis, c'est pareil, c'était aussi un scénario poussif où dans le contenu, il faut dire que l'équipe avait été remaniée, c'était le deuxième match. Pour le match contre les Tonga aussi, d'ailleurs, l'équipe a encore été remaniée. Il y a eu un peu trop de turnover pour qu'on puisse vraiment juger un collectif du côté du 15 de France. Mais voilà, encore une fois, 2 essais inscrits tôt face aux États-Unis, et puis de nouveau du relâchement. Les Américains qui reviennent un peu dans le match, et il faut attendre la fin de match pour que Ficou libère un peu la situation avec son essai, ainsi que Serein et Poirot dans la foulée, mais voilà, de nouveau poussif. Donc pas grand-chose de positif à retenir pour cette équipe de France, si ce n'est que dans tous les cas, elle a réussi à tenir les résultats et à s'accrocher et à être solidaire dans les moments où ça pouvait être dangereux. Dans le contenu, on va trouver des choses à redire. Le fait qu'il n'y ait pas eu de match contre l'Angleterre, ça nous empêche aussi de tirer des conclusions, parce qu'on ne sait pas ce qui se serait passé. Mais d'un autre côté, on va pas se mentir, ça permet aussi de faire reposer un peu tout le monde dans un contexte où de toute façon, il y avait plus d'enjeux comptables. On aurait éventuellement pu finir premier de la poule si on avait battu les Anglais, mais c'était pas un enjeu capital, on avait assuré la qualification avant ça. Pour cette équipe de France, il faudra donc affronter le Pays de Galles. Le Pays de Galles qui a fini premier de la poule D en battant les Australiens dans un match vraiment fantastique, un match qui était très très beau à voir. Il y a eu de la vitesse, il y a eu du rythme, il y a eu du suspense, des retournements de situation, euh, des situations un peu paradoxales où parfois notamment dans le début de match, c'est le Pays de Galles qui le dominait outrageusement. Vraiment, ils ont enfoncé les Wallabies dès le début, notamment sur le premier envoi où ils récupèrent tout de suite un contre-ruck et c'est Dan Biggar qui passe un drop. Ils ont été très dominants dans le début de match et pourtant ils se sont fait prendre un peu presque sur la première occasion australienne avec un essai d'Ashley Cooper, et du coup ils se sont retrouvés sur le plan comptable un peu en difficulté. Et puis en fin de première mi-temps, il y a une interception du demi-mêlée Gareth Davis qui en a d'ailleurs fait une flopée dans cette partie-là. Toujours bien placé, toujours malin à l'affût quoi. Et donc il est allé inscrire cet essai juste avant la mi-temps qui a fait basculer les Gallois devant. Et tant mieux pour eux qu'ils aient pris cette marge, puisque l'Australie a très très bien réagi en deuxième période, avec des essais, notamment l'essai de Hooper, où les avants australiens ont repris le dessus, où il y a eu l'entrée du demi-ouverture remplaçant To'omua à la place de Bernard Follet, qui avait été assez décevant jusque-là, et qui a complètement changé la physionomie du match. Et finalement, ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. Les Gallois ont réussi à tenir jusqu'au bout pour finir devant 29-25. Et voilà, ça c'était le match décisif de la poule que le Pays de Galles a remporté. Pour le reste, il y a eu là aussi quelques beaux cartons contre l'Uruguay, contre les Fidji, contre la Géorgie. Donc c'était un seul match qu'il fallait gagner pour finir premier. C'est ce que les Gallois ont fait. Les Australiens, eux, s'en sortent sans trop de dommages. En tout cas, ils sont qualifiés, ils sont deuxièmes. Peut-être qu'ils méritaient mieux sur le match contre les Gallois, hein, mais c'était vraiment serré. On a vu en tout cas 2 très très belles équipes, ce qu'on attendait d'elles, notamment les Gallois, très solides en termes de paquet d'avant, réalistes.
Donc il y a de quoi être «inquiet» entre guillemets du côté français, surtout que, c'est une équipe qui réussit pas du tout au 15 de France sur les dernières années. Cette année encore, on a perdu contre eux lors du tournoi à destination, alors qu'on avait pris un sacré avantage. On menait exactement 16-0 à la mi-temps, avant de complètement craquer en deuxième mi-temps et de se retrouver à perdre 24-19 contre le Pays de Galles. Donc effectivement, le bilan est défavorable. Une seule victoire sur les 8 derniers matchs contre les Gallois. Seulement 45% de victoire depuis 2 ans, alors que les Gallois en sont en pleine bourre. Ils sont à 80% de victoire sur les 2 dernières années. Ils ont été première nation mondiale cette année. En ce moment, ils sont deuxième nation mondiale. Donc il y a de quoi être inquiet, surtout par rapport à ce qu'on a vu sur la première phase. Et pourtant, voilà, on sait que ça va être un quart de finale de Coupe du Monde, un match probablement fermé, ça va être assez verrouillé entre les avants, ça va probablement se jouer sur les fulgurances des arrières et des trois quarts. Et à ce compte-là, on peut être optimiste. Parce que si Antoine Dupont est bien remis, on sait que c'est un excellent animateur. Voilà, c'est un peu le doute du côté français pour la composition d'équipe. Antoine Dupont a été blessé au dos pendant les premiers matchs. On ne sait pas s'il sera suffisamment remis. Sinon, ça sera Baptiste Serin qui sera à sa place. Mais Serin n'a pas été mauvais non plus sur ses apparitions en phase de poule. Il a été assez actif dans le jeu offensif. Damien Penaud aussi est en sursis. Il est aussi blessé. On ne sait pas s'il va jouer. Mais voilà, ces joueurs comme Dupont et Penaud, si par bonheur on pouvait les avoir, nous permettraient de mettre de la vitesse sur les lignes arrière et peut-être de cette façon gêner les Gallois. Des Gallois qui, eux aussi, ont certains doutes, notamment un doute très important, c'est par rapport à leur demi d'ouverture d'Anne Bigard, qui a subi 2 commotions pendant la phase de poule, 2 commotions cérébrales. Et, euh, et donc, incertain entre guillemets, il est très probable qu'il joue, hein, on sent bien depuis quelques jours que le staff gallois force un petit peu la situation pour qu'il joue, parce qu'ils ont vraiment besoin de lui, même si son remplaçant Rhys Patchell a été très bon contre l'Australie, il offre globalement moins de garanties à ce niveau-là, il a un petit peu moins d'expérience que Bigard. Maintenant, voilà, à voir si Bigard sera bien remis ou pas, et ça pourrait jouer en faveur des Bleus. Globalement, les Gallois sont favoris, on l'a dit, mais on peut légitimement s'attendre à un match très 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 serré qui va se jouer dans le Money Time. Et vu ce que les Français ont montré en termes de défense et de solidarité sur cette première phase, on peut y croire. Dernier quart de finale qui aura également lieu dimanche, c'est Angleterre-Australie. Euh, Pas grand-chose à dire sur l'Angleterre. Parce que ben, comme les Français, leur dernier match face aux Bleus a été annulé à cause du typhon. Euh, Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont mis une volée à l'Argentine. On peut aussi voir le fait que l'Argentine était probablement pas au niveau de cette Coupe du Monde. Et donc, est-ce que vraiment euh, ce- ce- cette démonstration de force 39-10 contre les Pumas a une forte connotation ou pas? C'est très difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait le job plus facilement que les Français. Ils ont vraiment mis la manière. Après avoir galéré un peu contre les Tongiens au début, ils ont été mis en danger dans l'impact physique notamment, mais ils ont fini par s'en sortir 35-3. Contre les États-Unis, ils gagnent 45-7 et contre l'Argentine 39-10. Donc, je pense que les Anglais peuvent aborder ce match très serein, mais en même temps, voilà, c'est pas des références non plus, c'est pas des références tout risque, quoi. Parce qu'en face, je l'ai dit, les Australiens, même si c'est pas la meilleure équipe des Wallabies qu'on ait vue ces dernières années, ils vont être au rendez-vous. Ils ont fait une partie correcte contre les Gallois. Ils ont des atouts. J'ai parlé de To'omua. Je ne sais pas si ça sera la décision de Michael Cheika de titulariser To'omua ou si c'est plutôt Ben Follet qui va jouer. Euh, voilà, il y a des atouts du côté australien, notamment en termes d'expérience aussi dans les avants.
La troisième ligne, c'est très très costaud, ça va être difficile à bouger. Il va y avoir des duels très intéressants aussi au niveau des trois quarts et des arrières. Il y a des centres, trois quarts centres très puissants de chaque côté. Il y a notamment le duel Samu Kerevi face à Manu Tuilagi qui s'annonce passionnant. Je pense que ça va envoyer du lourd. Et puis sur les ailes, sur les arrières, il y a aussi beaucoup de vitesse des deux côtés. Je pense que ça va vraiment être un match très très intéressant à suivre et très indécis pour le coup. Peut-être le plus indécis des quatre quarts de finale, même si en termes de confiance engrangée depuis plusieurs mois, peut-être le 15 de la Rose est légèrement au-dessus. Mais voilà, vraiment, ça va être passionnant à suivre. Comme d'ailleurs les trois autres quarts, hein, on a vraiment des belles affiches. J'avoue que la fin de la phase de poule a été un peu longue là, parce que ça a traîné en longueur sur des matchs pas forcément passionnants, hormis la poule A où on a eu ce Japon-Écosse qui a été fantastique. On peut, euh, on peut être un peu déçu du reste. En tout cas, depuis cette première journée où il s'était passé tant de choses. Mais là, sur les quarts de finale, je pense qu'on va être servi. Donc, profitez-en, régalez-vous. N'hésitez pas à nous suivre comme vous le faites depuis quelque temps sur CPI Sport. Réécouter le premier podcast. Lire la preview qui est, comme je l'ai dit, toujours d'actualité, où on avait présenté les favoris de cette Coupe du Monde qui sont encore tous en lice. Donc voilà, profitez de ces beaux moments de rugby qui nous attendent ce week-end, samedi et dimanche, les quarts de finale. Et puis ben, nous, on va se retrouver probablement plus tard, d'ici la fin de cette Coupe du Monde. Allez, merci encore à tous de m'avoir écouté et à bientôt sur CPI Sport. Salut!